On voulait être la seule grande chaîne de magasins de tissus en Amérique du Nord qui offre des produits modernes de couture parce que presque tout le monde offrait les mêmes produits par les mêmes fournisseurs puis était vraiment axé sur la génération de notre grand-mère. Ce que nous, on voulait faire, c'est dire, bon, comment on fait triper les gens? Ça prend des plus beaux produits, ça prend des projets qui sont plus intéressants, ça prend des magasins qui sont inspirants, qui sont propres, où les gens peuvent rentrer, voir les couleurs. Fait que on a vraiment complètement changé notre modèle d'affaires en partant de vraiment, comme je te disais, les magasins, l'offre, qui on voulait servir. Et on a gardé l'espèce de relation de conseil et tout ça là, qui se passe entre les gens qui rentrent en magasin. Mais grosso modo, on a vraiment presque tout changé dans l'organisation. Je dirais tout bonifié. Parce que c'était déjà des choses qui faisaient partie un peu de l'ADN de Club Tissu, mais là, on l'a concrétisé. Frédéric Guérin, tu es le président et directeur général de l'entreprise Club Tissu, une organisation lancée en 1992 par tes parents, Linda et Mario. L'entreprise que tu as officiellement reprise en 2012 génère maintenant plus de 25 millions de chiffres d'affaires et possède 5 succursales partout à travers le Québec. On a donc une belle histoire de croissance qui nous attend aujourd'hui. Frédéric Guérin, merci beaucoup d'être sur le podcast Hypercroissance. Merci de l'invitation. C'est le fun de le voir, Antoine. Et Frédéric, avant de retracer l'histoire de l'entreprise, est-ce que c'est possible pour toi de bien expliquer à notre audience qu'est-ce que Club Tissu? Avec plaisir. En fait, Club Tissu, c'est les bons vieux magasins de tissus, mais je te dirais modernisés. Là. Tu sais, les gens, des fois, ont l'histoire de se promener dans un magasin enseveli de rouleaux un peu poussiéreux, etc. Club Tissu, c'est une organisation de commerce de détail qui vend des tissus aux gens qui font des projets pour eux-mêmes. Là, tu sais, donc, 98% de nos clients, c'est des consommateurs, puis ils font des projets de toutes sortes pour eux-mêmes. Donc, de la décoration de la maison jusqu'au cosplay, à la lingerie, le costume de bain, les vêtements, plein de sortes de projets. Là, dans le fond, là, on vend des textiles pour réaliser tous ces projets-là. Et bon, comme j'ai dit en introduction, tes parents fondaient l'organisation en 1992 et toi, c'est en 2012 que tu deviens président directeur général, mais tu as intégré l'organisation en 2009. Et 2009, pour les gens qui nous écoutent et qui ne s'en rappellent pas, on est en plein dans une crise économique. Pour certaines personnes, surtout au sud de la frontière, c'est la fin du monde qui nous attend. À quoi ça ressemblait un petit peu le climat dans l'entreprise quand tu as rejoint les troupes en 2009? Quand j'ai rejoint en 2009, le climat était quand même spécial parce qu'en fait, ma mère avait quitté l'année d'avant. Fait que dans le fond, c'est vraiment les deux parents qui ont fondé. Puis juste l'année avant que moi je rentre, ma mère était partie. Puis à l'époque, mon siège social, c'était ma mère, mon père et mon VP Finance qui est encore avec nous aujourd'hui. Ma mère était à l'époque vraiment la DG, là, celle qui organise, structure, puis vraiment s'assure que tout fonctionne. Puis mon père est vraiment le développeur, le gars de projet, le gars de vision. Fait que quand moi je suis arrivé chez Club Tissu, en fait, c'est un peu un concours de circonstances en plus. Mon père me dit viens donc essayer. Fait que bon, je me dis je me lance, je vais rentrer dans l'entreprise familiale pour 1 an. J'avais dit comme 1 an maximum. Fait que tu vois que malheureusement, je n'ai pas tenu cette promesse-là. Pour quelle raison tu avais un an en tête seulement? Ben pour un jeune gars, tu sais, un magasin de guenilles, là, tout le monde appelait ça comme ça quand j'étais jeune. Là, tu sais, mon père, il disait je vendais de la guenille. Mais c'était pas super sexy. J'étais plus un gars de technologie, j'étais plus un gars de sport, etc. Puis je me disais, tu sais, en sortant du HSC, ben, je vais aller travailler en technologie, en marketing ou quelque chose comme ça. Puis tu sais, le textile ne m'excitait pas à ce moment-là. Fait que par un concours de circonstances, j'ai dit oui à mon père. J'ai dit c'est beau 1 an. C'était un petit peu, c'est ça, c'est un peu spécial à l'organisation parce que les gens savaient pas trop sur quel pied danser parce que là, comme ma mère était partie, il y a beaucoup de choses qui changeaient. Mais l'organisation allait quand même bien parce que j'ai apporté une belle croissance là, en étant président avec l'équipe, tout ça, mais l'entreprise était déjà sur une pente en croissance. Puis ce qu'il faut se dire, c'est qu'à l'époque, les crises économiques étaient bonnes pour les magasins de tissus parce que quand il y a des crises économiques, les gens reviennent aux trucs de base. Puis quand moi, je suis rentré chez Club Tissu, la majorité des gens faisaient de la couture pour économiser. Tu sais, c'était la génération de nos grands-mères. C'était un moyen de subsistance. Fait que ce qui a changé aujourd'hui, malheureusement, là, parce que c'est plus le cas, mais à l'époque, les crises économiques, c'était des bons moments. Fait que l'organisation allait bien, les ventes étaient bonnes, mais en background, c'était en train un peu de chavirer. Là, fait que c'est dans ce contexte-là que je suis rentré chez Club Tissu. Tellement intéressant. Et bon, on peut compter 3 ans entre ton arrivée dans l'entreprise en 2009 et ta reprise en 2012 en tant que président. C'est une question que je pose à tous les repreneurs qui viennent sur le podcast, Frédéric. Est-ce que c'était prévu? Ben là, j'ai l'impression, peut-être avec la réponse de ta première question, la réponse est non, sachant que tu devais rester seulement 1 an. Mais tout de même, il y a dû y avoir des discussions qui ont continué par la suite parce que là, finalement, ça n'a pas été tellement long, tout ça.
Ouais, ben, encore une fois, tu sais, je pense que c'est comme un concours de circonstances qui a fait que ça a été plus vite qu'on aurait planifié. Ben, une fois que je suis rentré, c'est sûr que l'optique d'être la relève, moi, je suis enfant unique en plus, fait que j'étais la seule relève de mes parents. Tu sais, il n'y avait pas d'autres options de ce côté-là. Du côté de mon père, je suis la quatrième génération dans le textile. Fait que mon arrière-grand-père, mon grand-père avaient des compagnies dans le textile aussi. Mes parents avaient fondé quelque chose de connexe à l'époque. Mais dans le fond, tu sais, fait que oui, je n'étais pas contre de reprendre la relève, mais je vais t'avouer que j'y avais pas pensé à ce moment-là. Puis c'est à force de rentrer dans l'entreprise, dans le fond, puis de discussion avec mon père, j'ai vu que c'était une possibilité. Par contre, entre le moment où je suis rentré puis le moment où j'ai pris la relève, la relation avec mon père était quand même assez conflictuelle. Tu sais, on est deux personnes d'action, je te dirais, assez franches. Puis j'étais beaucoup moins mature à l'époque, évidemment. Tu sais, puis le jeune loup un peu qui rentre dans la bergerie, on va dire ça comme ça. Fait que quand moi, j'ai proposé à mon père de reprendre la tête, dans le fond, de l'organisation, c'était un peu de dire, ben écoute, la situation est conflictuelle, puis elle devrait pas l'être. Puis je pense avoir mis le doigt sur pourquoi elle l'est. Puis je lui ai offert de prendre la présidence, dans le fond. Puis cet élément-là, c'est que dans le fond, mon père n'était pas du tout heureux à la tête de l'organisation. Parce que mon père, c'est un gars de plancher, c'est un gars de client, c'est un gars de développement, puis de vision. Puis là, comme ma mère était partie, il avait comme pris un peu de facto sa place, puis il était comme devenu président, directeur général en rôle, si tu veux, là, si on oublie les titres. Puis là, il se ramassait avec une tonne de papiers à gérer, plein de trucs qui le déplaisaient complètement. Puis moi, c'est là où j'avais des conflits avec lui parce que sur la vision, on s'entendait, sur la majorité des choses, on s'entendait, mais là, les projets, ça avançait pas. Fait que je lui ai tout simplement proposé de dire, ben écoute, si tu veux que je reste dans l'organisation puis que je prenne la relève un jour, ben, tu sais, il faudrait que j'aille la présidence, puis toi, retourne dans une de nos autres entreprises, parce qu'on a aussi une entreprise qui est B2B, donc qui vend des textiles à des entreprises. Et j'ai dit, retourne dans cette entreprise-là qui est ton bébé, qui est ce que tu aimes le plus faire. Puis c'est comme ça qu'on a travaillé en parallèle pour un petit bout. Moi, je me suis occupé de Club Tissu, j'ai pris la présidence, puis j'ai commencé à le développer, dans le fond. Finalement, c'est en 2012 que tu arrives. La croissance qui aura suivi dans les années 2013, 2014 et jusqu'à aujourd'hui est assez impressionnante. On parle d'une organisation qui a quasiment fait x5 sur ses revenus de 25 millions de chiffre d'affaires aujourd'hui. Mais bon, avant de parler du comment, parle-nous un petit peu du diagnostic. J'aime utiliser un terme en anglais, une expression. Quel était le business case, selon toi, qui allait te donner la possibilité d'amener l'entreprise à cette fameuse hypercroissance? Quand moi, je suis rentré chez Club Tissu, 90% de nos clients, c'était la génération de ma grand-mère, si on veut. Donc, c'était des gens qui étaient plus âgés, qui faisaient de la couture pour économiser. Puis dans les années 2010, 2000, la couture, c'est devenu un peu quétaine. Ce qu'on peut voir, dans le fond, c'est que, moi, quand j'étais jeune, ma mère me faisait des vêtements, j'avais quasiment honte de les porter. Puis c'était pas cool de faire de la couture, là. Fait que moi, quand je suis rentré chez Club Tissu, c'était ça le spectre, tu sais. Par contre, nos clientes, ils nous adoraient. On était vraiment leur destination numéro un. Donc, Club Tissu est né un peu comme les Costco du dessus, des grands magasins entrepôts avec l'objectif de faire économiser les clients pour les sortir des petits magasins de village, dans le fond, puis leur offrir plus de choix. Le diagnostic que moi, je voyais, c'est clientèle vieillissante, mauvaise adaptation, dans le fond, au marché actuel des choses, comment les choses peuvent se passer dans le futur en 2010, si on parle, par exemple, de vente en ligne et tout ça. Fait que ce qu'on a fait, c'est qu'on a décidé de tout simplement moderniser l'offre puis bouger Club du Sud d'un magasin qui est orienté vers le prix à un magasin qui fait triper les gens. Ça, c'est le mot que j'ai le plus répété dans les années 2010, de dire on va passer du prix à faire triper. Puis maintenant, je te dirais qu'on est un magasin de loisirs. Fait qu'on est vraiment, cette transition-là, c'est ça qui a généré beaucoup de croissance. Et ben, il y a eu l'arrivée de Pinterest qui est arrivé en même temps, puis qui a fait Bien en sorte sûr. que le do-it-yourself est devenu cool. Parce qu'on va se le dire, ça nous a aidé beaucoup. Ouais, puis bon, le mot triper, je vous invite, eux qui écoutent le podcast aujourd'hui, à aller sur le site internet de Club Tissu. Vous allez le voir, je ne sais pas combien de fois, mais on le voit assez souvent sur leur site internet. Et bon, tu en as parlé, ça favorise un petit peu peut-être la transition. Pinterest s'intègre, la consommation de contenu sur les médias sociaux s'accélère. Et là, je pense que c'est là que tu vois une brèche, là, et que tu t'intègres et tu es capable de te greffer un petit peu à cette nouvelle consommation de contenu. Quelles ont été les actions que tu as changées à l'intérieur de l'entreprise pour être certain que tu puisses surfer sur cette vague-là? En fait, on a tout changé, là. C'est pas compliqué, là. On voulait être la seule grande chaîne de magasins de tissus en Amérique du Nord qui offre des produits modernes de couture parce que presque tout le monde offrait les mêmes produits par les mêmes fournisseurs puis était vraiment axé sur la génération de notre grand-mère. Fait que
Ce que nous, on voulait faire, c'est de dire, bon, comment on fait triper les gens? Ça prend des plus beaux produits, ça prend des projets qui sont plus intéressants, ça prend des magasins qui sont inspirants, qui sont propres, où les gens peuvent rentrer, voir les couleurs. Fait que, on a vraiment complètement changé notre modèle d'affaires en partant de vraiment, comme je te disais, les magasins, l'offre, qui on voulait servir. Et on a gardé l'espèce de relation de conseil et tout ça là, qui se passe entre les gens qui rentrent en magasin puis nos conseillères en magasin. Ce qui fait que ça fonctionne super bien parce que là, les gens qui viennent chez nous maintenant le font par pur plaisir, puis pour se divertir comme loisir. Fait que c'est sûr que ça fait partie des éléments qui nous ont aidés. Mais grosso modo, on a vraiment presque tout changé dans l'organisation. Je dirais tout bonifié. Parce que c'était déjà des choses qui faisaient partie un peu de l'ADN de Club Tissu, mais là, on l'a concrétisé. Fait qu'on est allé chercher des produits exceptionnels en Europe que personne n'avait vu ici en Amérique du Nord. On a fait la refonte des magasins pour avoir des magasins avec de la très, très vitré, très inspirant, sortir du modèle entrepôt. C'est ça qui fait notre succès. Puis, au niveau marketing, et là, peut-être tu m'as parlé du marketing en succursale, mais si on parle de présence en ligne, est-ce que vous avez adapté ou plutôt adopté une stratégie très médias sociaux à ce moment-là, au niveau de vos contenus, au niveau de ce que vous partagez un petit peu à monsieur et madame tout le monde? Ce qu'on s'est rendu compte dans la même période, dans le fond, c'est qu'il y avait une génération qui est comme notre génération à nous, qui, là, s'intéressait vraiment à la couture, mais se retrouvait pas là-dedans parce que, dans le fond, tout est à l'image de la génération de notre grand-mère. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a décidé de commencer à créer énormément de contenu en ligne. Nous, on s'est dit, si on devient l'entreprise numéro un dans notre domaine en Amérique du Nord un jour, c'est parce qu'on va créer du contenu de qualité qui va être complètement différent, qui va être moderne. Puis c'est ça qui a fait notre traînée de poudre. Là, au début, on choisissait des petits ambassadeurs dans des groupes Facebook parce que dans notre domaine, dans le fond, les couturières se regroupent dans des groupes Facebook. Fait qu'on prenait des petits ambassadeurs, on leur donnait des tissus pour qu'ils fassent des projets avec ça. Puis là, bien évidemment, ils faisaient des photoshoots, puis ils mettaient ça sur les réseaux sociaux. Puis ça a passé le message pour nous auprès de la jeune génération que enfin on avait des produits disponibles en Amérique du Nord qui étaient plus modernes puis qui répondaient aux besoins des jeunes qui font de la couture aujourd'hui, qui sont plus éco-responsables, qui veulent vraiment que leur vêtement ait comme une durabilité puis qu'il soit beau aussi, qu'il y ait quelque chose de tendance là-dedans. Après ça, ben, qu'ils font des petits photoshoots, pour ça sur Instagram, sur TikTok maintenant. Fait que c'est une autre dynamique complète que avant où on passait le vêtement le plus possible à 10 enfants, puis on le réparait, puis il fallait que ça coûte le moins cher possible. Tu sais, c'est un autre monde complètement. Et est-ce que tu as vu à partir de ce moment-là une clientèle différente? Parce que c'est ça qui a dû se dérouler ici, là. C'est fou. Ça a été un changement vraiment Ah, OK. brusque. On s'attendait vraiment pas à ça. Là. Je vais t'avouer qu'on aimait notre plan de match, mais ça a été vraiment brusque. Puis c'est là qu'on s'est rendu compte, dans le fond, que cette clientèle-là existait, mais elle n'était juste pas desservie. Puis jusqu'à ce moment-là, ben, voyaient nos magasins comme les magasins de leur grand-mère. Fait que c'était normal qu'elle nous visitait peu. Et là, il s'est mis à se passer vraiment quelque chose d'intéressant parce que la génération de nos grands-mères, elle aime transmettre ses connaissances aussi. Fait que là, il y a un partage vraiment extraordinaire qui se crée, puis il y a vraiment une belle chimie. Fait que maintenant, je te dirais que notre clientèle est vraiment scindée en deux sections, des grands-mamans puis des jeunes mamans. Puis c'est vraiment, il y a comme un 20-25 ans de gap entre nos deux types de clientèle. Puis c'est vraiment ça qu'on voit dans nos magasins aujourd'hui. Fascinant. Tu as parlé que ton père était très intéressé par le développement des affaires, que vous aviez une ligne d'affaires ou une autre organisation qui opérait davantage dans le domaine B2B. Est-ce que ça fait partie également de Club Tissu ou c'est une entité totalement à part? Dans le fond, le nom, c'est Texlima. Ça a été fondé en 86, dans le fond, fait que c'est la plus vieille de nos entreprises. Puis maintenant, il fait partie du groupe parce que moi, j'ai racheté l'organisation au complet maintenant. Maintenant, il fait partie du groupe. Puis en fait, c'est la compagnie maintenant qui nous sert à importer nos propres produits. Fait que ce qu'on fait, c'est qu'on développe de plus en plus de collections maison qu'on importe à travers le monde. On les vend dans nos propres magasins, mais on les vend aussi à des designers, des manufacturiers, d'autres magasins de tissus au Canada. Puis ça nous aide, dans le fond, à consolider le volume pour être capable de placer nos commandes directes à l'étranger. Là. Puis dans cette compagnie-là aussi, là, on est en train d'acquérir plusieurs choses intéressantes là, pour pouvoir avoir un plus gros impact en Amérique du Nord avec les produits qu'on a en ce moment. On revient un petit peu, donc on prend les tendances, on devient une marque Pinterest, une marque Instagram, le nom circule, vous allez chercher un nouveau segment de clientèle et tranquillement, les années passent, COVID frappe et vous avez fait partie des chanceux, si je ne me trompe pas, l'organisation
explose, mais à un point tel. Peux-tu simplement donner une explication à notre audience aujourd'hui vraiment de la différence en termes de magnitude de croissance qui s'est déroulée pendant les années COVID de 2021 et peut-être les années 2015, 2016, voire peut-être même 2012 au début, parce que je pense qu'ici, c'est une croissance, non, c'est une hyper croissance qui s'est déroulée. Peut-être tu pourrais nous en dire Ouais. un peu plus. C'est drôle parce que je me souviens au début de la COVID, tu sais, je fais un meeting avec mon équipe puis je leur dis fais scénario A, B, C. Puis je suis comme il y a ça qui s'en vient, on en a à peine entendu parler, tu sais. Puis je pense que 5 jours après, on était rendu genre au scénario E, là, celui qu'on n'avait pas prévu du tout. Puis là, ben, jour J arrive. Je pense 2 jours avant que le gouvernement annonce les fermetures, nos employés nous appellent en pleurant. Ils veulent pas rentrer. Tu sais, c'est l'anarchie complète. Tu sais. Puis là, on se demande ce qu'on va faire. Est-ce que c'est responsable qu'on reste ouvert ou etc. Fait qu'il y a vraiment un aspect comme complètement fou. Et là, je fais un meeting avec mes employés, puis je dis, écoutez, on va fermer. On va être un leader dans notre industrie, on va fermer. Puis, on va discuter demain si on garde le e-commerce ouvert avec des trucs, tu sais, des bonnes pratiques de distanciation parce qu'on est capable de le faire du côté du e-commerce. Puis, j'ai dit, à cette époque-là, tu sais, le e-commerce représentait 5% de notre chiffre d'affaires environ. Puis, j'ai dit, écoutez, si on va chercher 20% de notre chiffre d'affaires, d'après moi, on va être capable de sauver l'entreprise puis garder une coupe de job. Tu sais, c'est ce que je disais au monde, tu sais. Puis finalement, 5 jours après, on avait fait 125% du chiffre d'affaires de la chaîne en e-commerce. Là. C'est comme si du jour au lendemain, à cause évidemment des masques, notre chiffre d'affaires a complètement explosé. Mais là, il s'est redirigé vers notre plus petit canot. Et là, tu sais, moi, le phénomène que je trouve le plus drôle, c'est que on a environ 250 employés, mais sur les 250, il doit en avoir au moins 150 qui ont en haut de 65 ans. Je ne sais pas si vous vous en rappelez, mais le gouvernement avait dit aux gens de ne pas sortir si tu avais 60 ans et plus à cette époque-là. Puis l'autre moitié de notre staff, c'est des jeunes mamans avec des enfants à la maison. Fait qu'on on a, du jour au lendemain, comme shifté plus que 100%. Là, à un moment donné, on est même monté jusqu'à 300-400% de notre chiffre d'affaires global seulement en ligne, mais avec genre un cinquième de notre effectif, puis pas du tout la structure pour être capable de gérer ça. Là, ça n'avait aucun sens. Puis là, ben, il y a plein de phénomènes qui est arrivé en même temps. Tu sais, il y a le phénomène de les gens voulaient faire des masques. Les gens voulaient se désennuyer à la maison. Puis après ça est arrivé toutes les commandes gouvernementales pour les tissus de protection parce que là, il en manquait dans les hôpitaux. Fait que là, on a eu des commandes gouvernementales. Puis après ça, il y a eu tout l'avènement des gens qui voulaient investir dans leur maison. Fait qu'on a eu comme un an, un an et demi où on a roulé presque au double du chiffre d'affaires. Mais malheureusement, pas tant, nous, parce on est dans une taille d'entreprise qui est. Mais pour les individus, pour les consommateurs. Oui, 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 t'as raison, t'as raison. Mais en tout cas, ça fait que ça a été un moment où les gens ont investi beaucoup. Puis en mai 2020, quand les magasins ont réouvert, nos magasins de Québec et nos magasins de Sherbrooke ont réouvert en premier, vu qu'eux étaient plus loin des grands centres. Puis là, à notre grande, grande surprise, il y avait 2-3 heures d'attente pour rentrer dans un de nos magasins. Il y avait des files monstres. Puis notre plus gros magasin, c'est celui de la Rive-Sud de Montréal, qui fait presque 50% du chiffre d'affaires de la chaîne. Puis là, on s'est dit, hey, quand on va réouvrir lui fin mai, on peut pas savoir ce qui va se passer, mais finalement, tous les employés du siège social sont allés faire la sécurité dans le stationnement, dont moi. Il y a eu, je pense, 5 à 6 heures d'attente pour rentrer dans le magasin cette journée-là. On a 2 clientes qui sont parties en ambulance parce qu'ils ont fait des coups de chaleur. C'est comme une histoire qui n'a vraiment pas rapport avec gérer une business de tissu normal. Fait que ça a été un espèce de mouvement de folie, vraiment un gros bam de chiffre d'affaires, un peu de folie. Ça a été n'importe quoi, mais on a eu beaucoup de plaisir parce que la gang se tenait, puis on en a tous gardé des très bons souvenirs, mais c'était vraiment irréaliste, là, c'était n'importe quoi. Quelques jours après que moi, je pense qu'on va peut-être fermer puis mettre tout le monde à porte, à pied, puis c'est ça. Ça a été une aventure incroyable. Si le consommateur n'est pas capable d'arrêter de consommer, quelles sont les choses, les répercussions, les conséquences positives, on peut l'appeler ainsi, que vous avez été capable d'amener avec vous après la COVID? Parce que bien entendu, ça vous donne une croissance hors norme, des chiffres que peut-être vous ne referez jamais, ou du moins pas de sitôt, parce qu'il y avait cette croissance artificielle qui se crée. Est-ce que tout de même, il y a des choses intéressantes qu'on peut prendre et qu'on peut appliquer aujourd'hui dans un monde plus normal? La première des choses, c'est qu'on m'a appris qu'on était vraiment résilient, là, comme organisation, qu'on était capable de se revirer sur un dizaine. Puis moi, comme président, de mes grandes fiertés, puis je sais que tu voulais qu'on aborde le sujet un peu plus tard aujourd'hui aussi, mais la culture d'organisation, j'ai vu à quel point
d'avoir investi énormément là-dedans, ça nous a apporté énormément parce que les gens étaient au rendez-vous, les gens n'étaient pas sur la PCU comme employés, tout le monde nous a aidés, tout le monde a changé de rôle dans l'organisation pour aller faire la sécurité dans le stationnement, être sur le service client, etc. Donc, ça a vraiment été extraordinaire. Fait que la culture d'organisation est restée. Ensuite, il y a énormément de monde qui se sont remis à la couture dans ces moments-là puis qui nous ont découvert. Fait que ça, c'est une bonne chose. Dans notre bassin de clientèle aujourd'hui, on a beaucoup plus de gens qu'on est capable d'aller rejoindre. Par contre, on voit qu'on a un essoufflement aussi, tu sais, qui se répercute de ça parce que les gens ont énormément consommé pendant 2 ans. Bien, en ce moment, on voit que il y a un certain rattrapage de revignement, de vague qui se fait, malgré qu'on reste en croissance. C'est quand même une période qui est intéressante à voir parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup consommé pendant cette période-là. Par exemple, qui ont fait faire des rideaux sur mesure chez nous. Bien, ils ne feront pas faire des rideaux sur mesure cette année. Fait que le volume a changé de place et a bougé énormément. Une autre chose qu'on a gardée qui est bonne, en fait, c'est que à ce moment-là, nos commandes web étaient faites de notre plus gros magasin. Fait que, quand on a vu qu'il fallait réouvrir les magasins puis qu'on ne serait pas capable de faire nos commandes web dans même le magasin, bien, en 3 semaines, on s'est ouvert un centre de distribution web, là, ce qui est quand même un exploit incroyable quand j'y repense avec le recul maintenant. Mais on s'est ouvert un entrepôt de 12 000 pieds carrés avec 1,5 million d'inventaire en 3 semaines. On n'avait pas de rack, on n'avait pas de système, puis tout. Puis on a réussi à faire ça tout en roulant nos magasins. Là, ça a été quelque chose de quand même vraiment intéressant. Mais aujourd'hui, dans le fond, ça a fait progresser technologiquement, puis en termes de structure de plusieurs années, notre entreprise. Là, dans le fait, ça nous a donné une espèce de boost de notre plan d'affaires au niveau de la croissance de plusieurs années. Et là, ben, on est en train de gérer justement le retour à la normale, puis comment on va se remettre en mode croissance, puis se remettre en allant développer les nouveaux projets. Mais on a cet avantage compétitif-là maintenant qu'on n'avait pas avant la COVID. Bon, les gens maintenant savent que j'envoie des questions avant les podcasts parce que tu savais qu'on allait parler de culture. Parlons-en un petit peu. Il y a certains points qui sont assez intéressants quand on fait des recherches sur votre site Internet. Bon, vous avez été la première chaîne de magasins de détail à recevoir le sceau Consilvi. J'aimerais savoir, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu qu'est-ce que le sceau Consilvi et finalement pour vous, qu'est-ce que ça représentait? Mais il y a quelques années, on a décidé d'être une organisation à deux sens. Là. C'est comme ça qu'on l'a apporté aujourd'hui, au début. Fait qu'on se disait, nous, on veut en apporter autant à nos employés que nos employés nous en apportent chaque jour. Parce qu'on le sait, les gens, leur travail, c'est une de leurs plus grosses parties de leur vie. Puis on se disait, comment l'organisation peut leur rendre quelque chose? Ils nous en donnent déjà beaucoup. Fait qu'on a mis les humains au centre de l'organisation. Puis on s'est dit, comment qu'on peut faire pour que ces gens-là, quand ils rentrent chez eux le soir, ils se sentent accomplis, ils se sentent réalisés. Puis tout ça. Fait qu'on a tout imaginé dans le fond, les meilleures pratiques qui se font dans toutes les industries. Puis on s'est dit, comment on peut appliquer ça à la sauce commerce de détail? Parce qu'évidemment, nous, au commerce de détail, tu ne peux pas avoir des vacances illimitées puis des horaires variables, comme par exemple dans des bureaux. Le magasin, il ouvre à 9 heures telle journée, puis etc. Mais on est capable, par exemple, de donner les horaires un mois d'avance. On est capable d'avoir une cafétéria extraordinaire qui fait en sorte que les gens sont bien sur place. Mais surtout, par notre façon qu'on les emploie, la façon qu'on les fait contribuer, bien là, il se passe quelque chose. Fait que le saut Consilvi, ben, c'est une certification qui vient attester, dans le fond, que tu es loin au-dessus des normes de ton industrie et que tu offres vraiment une bonne conciliation famille, travail, vie personnelle, dans le fond, à tes employés, mais qui est vraiment au-delà des normes de ton industrie, que ça passe du salaire jusqu'aux avantages sociaux, jusqu'à comment la façon les choses sont cédulées, tout ça à l'intérieur de l'organisation. Ben, c'est ça que le saut vient confirmer, en fait. Et un autre point assez intéressant, vous avez une académie interne, mais c'est pas une académie pour apprendre la couture ou quoi que ce soit, c'est une académie de leadership, si je ne me trompe pas. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? C'est une des premières fois que je vois une structure de la sorte. Souvent, je vois des académies dans des organisations. On en a une également de notre côté pour former les gens sur le service qu'on offre. Mais ici, c'est du leadership, donc c'est des choses qui sont différentes, là. Ouais. Mais encore une fois, c'est quand on étudiait, dans le fond, c'est quoi les meilleures pratiques de l'industrie? Ce qu'on remarquait, c'est que les cadres ou les gestionnaires à haut potentiel recevaient de la formation pour se développer personnellement, puis apprendre à se connaître, comment on communique, c'est comment on développe le leadership, la gestion de l'ego, du stress, plein de choses comme ça. Puis là, on s'est dit, ben pourquoi, si ça a un impact significatif sur cette couche-là d'employés, pourquoi on ne serait pas capable de l'offrir à tout le monde pour que ces gens-là aient le même impact sur eux, puis finalement sur l'organisation, évidemment. Fait que dans le fond, ce qu'on a fait, c'est qu'on a développé un programme à l'interne qui forme les employés, dans le fond, puis tu as raison, on ne parle jamais de Club Tissu dans ce programme-là, dans cette académie-là. On parle que
du sujet de développement personnel. Puis nous, ben, tout le monde va y passer, là, de la caissière à temps partiel jusqu'à la directrice de succursale, jusqu'aux gens du siège social. Les cohortes sont mélangées, puis les gens suivent la formation en classe, rémunérée. Puis le but, c'est vraiment, comme tu dis, de développer le leadership, mais plein d'autres choses aussi. Là, on va faire de la formation sur les finances personnelles, on va faire de la formation sur la communication. Pourquoi? Parce qu'on se dit, si nos employés sont mieux outillés pour être dans la vie avec leur famille, leurs collègues, au bureau, tout ça, ben effectivement, ça va avoir un bon impact sur eux, ce qui est notre mission principale. Et ensuite, ça va avoir un impact, c'est sûr, sur l'organisation aussi, mais on le fait surtout dans l'idée d'avoir un impact positif sur nos employés. C'est un peu notre legs, dans le fond, quand je disais tantôt, comment on fait pour en redonner autant aux employés. Ben, c'est un peu une façon de le faire. L'académie, ben, pour nous, maintenant, c'est un élément différenciateur important aussi au niveau du recrutement, mais pour moi, ce qui est le plus que je suis le plus fier, c'est que des fois, je recroise des employés qui travaillaient pour nous il y a 5 ans, mais que, par exemple, ils ont fini leur bac, puis ils sont allés travailler dans leurs études, tout ça. Puis quand je les croise, ben, ils me disent que c'est dans les choses qui a changé leur vie, puis sur lesquelles on a eu un impact important pour eux. Fait que pour moi, comme entrepreneur, ben, c'est quelque chose dont je suis vraiment fier. Puis dis-moi, ton quotidien avec tes collègues, est-ce que tu as été capable de voir des changements importants dans la manière qu'ils se comportent, dans la manière qu'ils travaillent, dans la manière qu'ils sont capables d'amener à l'entreprise? Ça a tout changé. Honnêtement, ça a tout changé. Puis, tu sais, on parle d'hypercroissance, mais tu peux pas atteindre l'hypercroissance si tu n'as pas une bonne culture d'entreprise. Là. Tu peux pas naviguer avec l'agilité qu'on a navigué pendant la pandémie sans une bonne culture d'entreprise. Là. Tu sais, premièrement, quand les gens se connaissent mieux, sont capables de comprendre les différents styles de personnalité, sont capables de comprendre comment mieux communiquer avec les autres, etc. Mais là, tu enlèves énormément de conflits. Après ça, tu alignes ces gens-là qui sont mieux outillés eux-mêmes pour naviguer à travers cette complexité-là. Tu les alignes sur une mission forte, alignes sur des valeurs fortes puis sur une vision forte, ben c'est sûr que ça a un impact qui est beaucoup plus grand. Fait que, on gère presque plus de conflits. Notre monde sont plus engagés, ils ont plus de plaisir au travail. Ça a tellement apporté, honnêtement, mais aussi du côté personnel. Là. Il y en a plein qui m'ont dit, écoute, j'adorais déjà ma job, mais c'est tu quoi, tu viens de me régler un conflit que j'avais avec ma fille depuis des années, puis je vais l'appeler à soir, puis je vais régler ça. C'est comme, wow, c'est beaucoup plus grand. Mais cette personne-là, le lendemain, quand elle revient au travail, est plus légère, moins de chances de générer un conflit, plus de chances de contribuer puis de donner. Mais honnêtement, ça a tout changé. Puis pour moi, c'est une des actions les plus importantes qu'on a faites dans les 30 dernières années d'existence de Club Tissu. Qu'est-ce qui est inclus dans votre académie? Vous amenez des intervenants externes qui viennent donner des présentations? Oui, ben, tu sais, dans le fond, c'est sûr que pour y arriver, dans le fond, à notre échelle, il faut aussi qu'on soit capable de l'adapter. Fait que dans le fond, il y a certaines formations qui sont données par des employés de l'organisation. Il y a certaines formations que c'est moi qui donne. La première, c'est moi qui la donne. Ça me permet de rentrer en contact avec les employés, de tisser un lien, puis de sortir du cadre, en fait, qui est le cadre normal. Il y a certaines formations que c'est des experts de l'extérieur qui viennent donner. Fait que c'est un peu tout ça. Dans le fond, il y a des formations qui sont présentielles, des formations qui sont en ligne. Il y a des formations que c'est une journée, demi-journée. Fait que c'est une formule qui bouge de plusieurs façons, mais on essaie de le faire de manière à ce que ça soit possible de le faire dans le commerce de détail avec un budget qui fait du sens aussi, puis on y arrive vraiment bien, là, ça fonctionne super bien. Et dis-moi, je serais curieux peut-être de t'entendre te parler tout à l'heure de repartir en période de croissance. Vous en êtes où un petit peu dans votre diagnostic d'organisation au moment où on se parle? Est-ce que vous êtes rendu au point de retourner à l'accélération ou on respire encore un petit peu après cette COVID qui s'est terminée finalement il y a quelques mois? C'est sûr qu'en ce moment, on est en période d'ajustement, je te dirais. Ben, ça a tellement bougé vite avec la COVID. Autant ça a augmenté vite que les chiffres ont redescendu rapidement. On reste sur une période de 10 ans. La croissance, ça va être bonne, mais elle va avoir été de même au lieu d'être plus stable comme on connaissait. Fait que là, il faut s'ajuster. Il a fallu qu'on reparte la route plein de choses qu'on avait arrêtées pendant la COVID. On faisait plus de promotion, par exemple, parce que nos magasins étaient pleins. On avait de la misère à subvenir à la demande. Fait que, il y a plein de bonnes habitudes qu'on a repris dernièrement. Ça, cette portion-là est pas mal faite. On a repositionné l'organisation. On a fini d'implanter notre système ERP parce que dans toute cette belle période-là, on a en plus implanté un système ERP à la grandeur de l'organisation. On avait commencé juste avant la pandémie. Fait que là, on a remis tous nos processus au goût du jour. On a remis notre vision puis ce qu'on voulait développer au goût du jour aussi parce que le marché a vraiment changé avec la pandémie. Puis là, je te dirais qu'on est reparti sur un cycle que d'ici les 5 prochaines années, j'ai l'impression qu'on serait capable de redoubler l'organisation. Mais en ce moment, on est plus en termes de préparation parce que bon, l'économie est moins bonne. Puis, ben, comme tu dis, on est un peu dans une. On est en train de prendre notre souffle pour redonner un grand coup. Fait que c'est ça qu'on est en train de placer en ce moment-là. Et bon, peut-être je terminerai avec des petites questions personnelles, Frédéric.
Question que j'aime poser aux gens qui viennent sur le podcast. Lecture, est-ce que tu lis certains livres d'affaires? Si oui, lesquels ont marqué ton esprit que tu pourrais nous partager? On pourrait faire un podcast au complet là-dessus. Là. Je suis un geek qui adore lire. Là. Depuis plusieurs années, j'essaie d'en lire au moins 1 ou 2 semaines. J'ai tout le temps 4, 5 livres en rotation. Je te dirais des fois audio, des fois sur mon Kindle, des fois papier. Ces temps-ci, là, juste pour te donner une idée d'à quel point c'est fou les trucs que je lis. Là. Je lis un livre de Sri Aurobindo, dans le fond, qui est un philosophe indien qui parle de connexion à la divinité. Fait que ça, c'est comme très spirituel. En même temps, dans le fond, je lisais un livre, Les 6 types de Working Genius, de Patrick Leoncini. Puis dans le fond, c'est lui qui a fait les Five Dysfunctions of a Team. Puis là, il y a comme un nouveau livre, dans le fond, qui parle un peu de ce quoi il y aurait comme 6 types de personnes dans une organisation, puis comment chaque personne a sa part. Cette année, un livre que j'ai adoré aussi, c'est l'almanach de Naval Ravikant, qui est un Ah, ben oui. entrepreneur américain-indien. Ça, c'était vraiment extraordinaire. Très macro, lui. Ouais, c'est ça. Fait que j'aime lire de toutes sortes d'affaires un peu différentes. Puis je pense que ça fait de moi un entrepreneur qui est plus ouvert d'esprit parce que je m'intéresse pas que aux livres de croissance entrepreneuriale normale, dans le fond. Là. Puis je vois que ça m'amène beaucoup. Moi, j'adore lire, j'adore découvrir. Là. Puis il y a plein de choses un peu spéciales. Ah oui, peut-être un truc que je pourrais te parler aussi, mais j'aime beaucoup lire des trucs sur les fondamentaux maintenant, tu sais, les fondamentaux de mathématiques, les fondamentaux de langue ou de sciences, dans le fond. Là. Fait qu'en ce moment, je lis beaucoup des livres de Taleb, qui est un statisticien, mathématicien, puis en fait, c'est ça. Je trouve que de comprendre les fondements de comment les mathématiques fonctionnent, puis comment les trucs peuvent contribuer à aujourd'hui ce qu'on sait des tendances de marché, des chiffres de croissance, puis etc., ben, ça me rend une vision vraiment plus forte de tout ça. Fait que c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Taleb, c'est lui qui a écrit Antifragile? Ouais, exact, C'est le même exact, auteur qui exact. est. Ah, Ouais. Ouais, fascinant. le signe noir aussi, puis Bien sûr. sa série de livres est vraiment bonne, mais il a écrit des livres fondamentaux sur les statistiques, fait que ça, c'est un must là, pour quelqu'un qui veut comprendre comment faire des prédictions d'augmentation de chiffre d'affaires puis comment lire des tendances marché. Il n'en parle pas dans le livre, il parle juste de comment les statistiques fonctionnent. Mais c'est fascinant parce qu'après ça donne des outils qui te permettent de faire quelque chose de beaucoup plus grand, en fait. Là. Podcast, est-ce que tu en écoutes un peu? Ben, à part le vôtre, non, honnêtement, j'écoute votre podcast, j'aime beaucoup. Oui, VR, j'aime beaucoup. Le Harvard Business Review, qui a un podcast ou des articles vraiment intéressants. J'aime beaucoup le podcast de Simon Sinek, qui est un de mes auteurs de livres préférés aussi. Là, justement, son dernier livre est vraiment excellent là, sur le long game. Là. Je trouve que c'est vraiment à point pour les entrepreneurs aujourd'hui. Sinon, au Québec, ben, comme je suis quelqu'un de très curieux, là, je ne sais pas si tu connais le moteur de recherche, là, mais il parle de sujets comme comment circule le sang dans le corps, comment les plantes sont faites. Dans le fond, ils font venir des chercheurs qui vont essayer de vulgariser des sujets complexes en quelques minutes. Puis, ouais, que je me promène beaucoup, j'écoute plusieurs trucs, mais encore une fois, très diversifié, puis de plusieurs sources différentes. Les routines avant, pendant et après le travail, ça ressemble à quoi de ton côté? Ben là, on voit derrière moi mon chien. Fait que, Ouais! j'aime bien. Moi, j'habite en forêt. Tu es dans un chalet en ce moment, si on regarde. J'habite dans un chalet, là, ce qui est comme ma reconnexion un peu. Puis, tu sais, moi, j'ai une allée de bois là, qui recouvre mon chemin quand j'arrive chez nous. Puis, ça me permet le temps entre le travail puis la maison, ça me permet de décompresser. J'arrive chez nous, je suis dans un mindset de bien-être. Fait que quelque chose qui fait partie de ma routine tous les jours, c'est d'aller prendre du temps en forêt à respirer, faire de la cohérence cardiaque avec les chiens. Fait que ça, c'est quelque chose de vraiment important pour moi. Mais sinon, tu sais, une autre chose en termes de routine que j'aime bien faire, c'est vraiment de commencer mes journées toujours de la même façon. Tu sais, fait que je clenche toujours mes emails, j'organise ma journée, je recette mes trucs par priorité. Fait qu'à chaque jour, je repars un peu à neuf. Ça me permet d'être beaucoup plus efficace dans ma journée. Je te dirais que c'est une de mes routines les plus fortes. Puis sinon, ben, je m'assure de chaque jour faire quelque chose, soit sportif ou soit loisir pour le fun, pour être capable de garder le côté plaisant de faire la job puis de revenir dans le monde complexe de travail qu'on est quand même. Est-ce que tu es davantage au bureau ou chez toi habituellement quand tu travailles? C'est assez hybride. Dans le fond, j'aime bien être au bureau aussi avec les gens. Notre siège social est au deuxième étage de notre magasin principal, fait que c'est super le fun. Ça nous permet de connecter avec les gens et d'être très proches quand même. Nous, on s'est donné le mardi au siège social que tous les employés sont là. Fait que ça nous fait une journée où on s'organise des potlucks, où on fait des trucs en équipe et tout ça. Mais sinon, 2, 3 jours par semaine, je suis à travers les magasins. 2, 3 jours par semaine, je suis à la maison ou en voyage, dans des événements. Tu sais, une bonne partie de mon travail maintenant, c'est d'aller chercher de l'inspiration de ce qui se fait partout dans le monde ou des formations, puis de ramener ça dans l'organisation. Fait que ça m'amène aussi à voyager un peu plus et à faire des interventions à l'extérieur de l'organisation. Fantastique. Frédéric, ça a été totalement fascinant. Si on va en apprendre un peu plus sur Club Tissu ou encore même sur toi, endroit plus simple pour te rejoindre?
sur LinkedIn, non sur le email du travail, mais sur LinkedIn, je pense que c'est la façon la plus simple de me contacter. Et évidemment, si vous voulez découvrir l'entreprise sur clubd'ici.com, vous allez voir notre très belle boutique en ligne. Fantastique. Frédéric Guérin, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Histoire excessivement intéressante, une croissance rapide, de l'agilité, on s'adapte et finalement on est capable de passer à travers cette croissance-là. Très intéressant également le volet culture, quelque chose que je vais clairement me rappeler et que je vais faire des petites recherches également là-dessus. Donc je te remercie pour tous ces beaux échanges. Et pour les gens qui nous écoutent, on se dit à bientôt pour un prochain épisode de Hypercroissance.